Pourquoi les pauvres votent à droite? Chapitre 9. Le Kansas saigne pour vos péchés. Demandez à un intellectuel libéral de vous dire ce qui arrive aux États rouges et les pousse à tout faire pour nuire à leurs propres intérêts économiques, à voter pour le parti républicain alors que celui-ci s'acharne à démolir tous les avantages sociaux dont il bénéficie. Demandez-lui de l'expliquer et il vous répondra probablement que tout est affaire de racisme et que les républicains ont retravaillé la question raciale traditionnelle pour rallier les électeurs blancs à leur cause. On joue très subtilement de leur haine pour les noirs. Si cette explication reste assurément valable dans un bon nombre d'États, le Kansas contemporain n'est pas de cela. Sa population est à 80% blanche, mais tous ne sont pas racistes, des racistes acharnés. Le Kansas ne souffre pas de la maladie de Trent Lott. Donc, sénateur républicain du Mississippi depuis 1989, Chester Trent Lott dirigea la majorité républicaine au Sénat de 1996 à 2002, avant de devoir démissionner à la suite de propos racistes qu'il prononça lors du 100e anniversaire de la naissance du sénateur ségrégationniste de Caroline du Sud, Strom Thurmond, déclarant notamment que le pays se serait mieux porté si Thurmond avait gagné la présidentielle pour laquelle il fut candidat en 1948. Donc, ce n'est pas l'Alabama des années 60. Il n'a pas voté pour George Wallace en 68 et rares sont les nostalgiques du drapeau confédéré. Cet État peut désirer ardemment le retour à l'étalon d'or. Il peut retourner ardemment le retour à l'étalon or. Il peut réclamer à corps et à cri le droit de porter une arme de poing sur soi et craindre les conspirations libérales parfaitement imaginaires, mais s'il est une chose qu'il ne pratique pas, c'est bien le racisme. Je ne mets pas ici en cause le travail historique considérable effectué sur le rôle du racisme dans le conservatisme moderne. À l'évidence, les diverses peurs des Blancs ont joué un rôle énorme dans l'essor de la réaction au cours des années 60-80. À l'époque où les places fortes du populisme de droite se trouvaient dans le sud et le nord urbanisés. Quand la déségrégation scolaire, l'état social et l'intégration constituaient les sujets les plus controversés du moment. Mais aucune de ces questions n'a véritablement influé sur l'histoire du Kansas. Ce à quoi nous assistons dans cet état est à la fois très différent et très troublant. La réaction dans toute sa splendeur, mais sans l'ingrédient habituel du racisme pour fournir une grille d'analyse. Les gens d'ici se droitisent, comme ils le font dans de très nombreux endroits, mais sans évoquer véritablement le conflit de race. Ceux qui espèrent que le conservatisme s'estompera, à mesure que le racisme deviendra de moins en moins admissible, devraient penser à cela. Au Kansas, la réaction doit fort peu aux préjugés de cette sorte. Le militantisme de droite y est affaire d'égalité des chances, accompagné de griefs, livrés clé en main à chaque catégorie spécifique de la population et de revendications disponibles pour toutes les occasions. La race ne semble donc pas dans cet état être le déclencheur de la révolte. Au lendemain de la décision prise par la Cour suprême en juin 2003, confirmant la légitimité de la discrimination positive dans les universités à tenir compte des critères de race lors des inscriptions, les messageries informatiques des conservateurs du Kansas restèrent quasiment muettes sur le sujet. En revanche, lorsque la Cour suprême abrogea les législations locales contre la sodomie, ces mêmes messageries explosèrent quelques jours plus tard de réactions indignées, quelqu'un parla même d'un Pearl Harbor sodomite, attirant l'attention de ses correspondants sur un signe indéniable de la colère de Dieu contre l'Amérique pécheresse. Un nuage de sauterelles s'annonçait à l'ouest. Quoi qu'il en soit, le mouvement conservateur du Kansas est réputé pour sa tolérance raciale. J'ai d'ailleurs pu le constater de visu en assistant au service religieux de la Full Faith Church of Love, église charismatique d'une banlieue modeste de Kansas City.
Cette église est fameuse pour avoir produit un certain nombre de politiciens conservateurs de second rang. Pourtant, le jour où je me suis assis dans son vaste mais humble auditorium, c'est un prédicateur noir qui s'adressait à un auditoire exclusivement blanc. John Altvogt, ancien journaliste au Star qui se qualifie de Jackie Robinson du journalisme du Kansas, parce qu'il est l'unique conservateur de la profession. Jack Rosette Robinson, de 1919 à 1972, dit Jackie, fut en 1947 le premier joueur noir à évoluer en Ligue majeure de baseball américain depuis la ségrégation. Il est aujourd'hui encore considéré comme l'une des plus importantes personnalités afro-américaines. Là pour le petit aparté. Donc, il est l'unique conservateur de la profession, et a bien souvent évoqué ses tentatives de faire une place aux Noirs dans le monde victimaire de la réaction. Il s'est même vanté d'avoir participé à la conception de spots électoraux contre la sécurité sociale spécifiquement destinés aux Noirs. Ces spots auraient facilité, selon Altvogt, l'élection d'un républicain de l'aile droite dans une circonscription électorale de la Virginie qui compte 39% de Noirs. Comme nous le savons déjà, lorsque les conservateurs du Kansas parlent de préjugés, c'est pour accuser leur adversaire modéré d'être intolérant ou de participer à un groupe haineux. Puisqu'ils détesteraient les évangélistes, comme les vrais intolérants détestent toutes les minorités. Mais certains conservateurs vont beaucoup plus loin. Le grand héros du soulèvement au Kansas, le sénateur Sam Brownback, peut certes être aussi à droite que sur la plupart des sujets, mais quand il s'agit de courtiser les électeurs issus des minorités, il sait faire montre d'une habileté digne d'un Clinton. Il s'est acquis le soutien de la faction noire du Parti républicain, rien qu'en se déclarant favorable à la construction d'un musée national de l'histoire afro-américaine. Il a également été honoré par le National Council of la Raza pour son ferme soutien aux politiques d'immigration ouvertes. Les articles de presse vantant la tolérance raciale du sénateur vont jusqu'à signaler qu'il a adopté des enfants guatémaltèques et chinois. J'ai même entendu certains de ses admirateurs interpréter sa conversion au catholicisme comme un geste en direction des latinos du sud du Kansas, dont la population va croissant. Néanmoins, je n'ai pas encore entendu dire que son association avec les principaux chefs de l'Opus Dei serait un signe de son respect pour la culture hispanique. Mais cela peut toujours arriver. Comme Brownback aime tant à le souligner, cette intolérance reflète assez bien l'identité mythique du Kansas. Les fondateurs de l'État venaient du nord de l'Amérique et s'étaient installés là, en partie du moins, pour empêcher l'esclavage de s'étendre vers l'ouest. Les Free Soilers du Kansas ont livré une guérilla permanente contre les esclavagistes du Missouri durant les 5 années qui précédèrent la guerre de sécession. Et le spectacle de ce Kansas ensanglanté avait tout pour exalter le jeune Parti républicain national et mobiliser les électeurs Free Soilers du nord du pays. John Brown, qui se lança dans une chevauchée meurtrière contre les esclavagistes des environs d'Osawatomie en 1956, est quasiment considéré comme le père fondateur de l'État. La destruction de Lawrence par les troupes irrégulières de la Confédération, emmenées par le sanguinaire William Cantrill en 1863, a cimenté la constante hostilité du Kansas à l'égard du pouvoir esclavagiste. Même la délicieuse mascotte de l'université du Kansas, l'oiseau du coin, Lil Jayhawk, évoque un passé abolitionniste violent. Les Jayhawkers étaient des milices de Free Soilers qui terrorisaient les propriétaires d'esclaves le long de la frontière avec le Missouri. Il fut un temps où ces faits étaient si bien connus que tous les avocats de la NAACP avaient délibérément choisi Topeka pour cadre de leur célèbre procès en faveur de la déségrégation Brown vs. Board of Education, de manière à rappeler à cette terre son passé de lutte en faveur des droits civiques. Et là, on a pas mal de notes de bas de page. Donc sur le NAACP, c'est créé en 1910 sous la direction de l'intellectuel noir Webb Dubois, la National Association for the Advancement of Colored People
fut l'une des principales organisations militantes pour la reconnaissance des droits des Noirs américains. Campée sur une position légaliste délibérément légaliste et une patience stratégique juridique, la NAACP obtint des décisions de justice favorables de la part des tribunaux, mais fort peu de changements réels dans le Sud profond, notamment lors de la bataille pour les droits civiques. La NAACP est toujours aujourd'hui en lutte contre les discriminations raciales dans tous les domaines de la vie sociale, économique et politique. Et on a une grosse note de bas de page suite à Brown vs Board of Education, qui est une manière de rappeler à cette terre son passé de lutte en faveur des droits civiques. Donc là-dessus, on a David Aubrey, journaliste du Kansas, raconte qu'il avait interviewé l'un des avocats de la NAACP quelques années après la ferme Brown pour lui demander pourquoi il avait choisi Topeka comme ville symbole. Le Kansas, avec son passé anti-esclavagiste, écrit Aubrey, a été choisi pour démontrer que la discrimination raciale ne regardait pas que le Sud, mais était bel et bien une honte nationale. Si le Kansas traitait les Noirs comme des citoyens de seconde classe, le reste du pays ne pourrait que s'étonner. Il ne s'agit pas de disculper le Kansas en aucune manière, à l'évidence. Topeka était une ville qui pratiquait la ségrégation raciale, et c'est bien pourquoi le procès dont nous parlons y a eu lieu. Aucune histoire du Johnson County pour expliquer son expansion spectaculaire ne devrait négliger d'évoquer la fuite des Blancs et le rôle des législations restrictives du racisme à la location et autres formes de discrimination au logement. Il fut ainsi une époque où les écoles y étaient également ségrégées. Un autre argument en défaveur du Kansas est son alliance momentanée avec le Ku Klux Klan dans les années 20. Fort heureusement pour l'image que le Kansas a de lui-même, les républicains, alors au pouvoir, mirent une fin rapide à cet engouement pour le clan en réfutant la charte de cette organisation. Ils furent poussés à le faire par le célèbre journaliste local William Allen White qui s'éleva contre le clan en 1924, le qualifiant de rassemblement de lâches et d'abrutis moraux. Alors, si beaucoup ont peut-être oublié l'époque où le Kansas saignait pour les crimes racistes du pays, aux yeux des conservateurs réactionnaires de l'État, c'est comme si tout cela datait d'hier. Et ils défendent jalousement l'honneur anti-esclavagiste de l'État contre les historiens tatillons qui pourraient exprimer le moindre doute. Et là on a encore une note de bas de page. En 2003, un historien britannique fit paraître un livre énumérant les différentes pratiques racistes auxquelles s'étaient livrés les premiers occupants de l'État malgré leurs engagements de tolérance. La publication de ce livre fut reçue avec indignation par les blogs de conservateurs du Kansas. L'un des interlocuteurs le jugea typique de l'approche universitaire anti-américaine du totalitarisme libéral. Il se fantasme en nouvelle génération d'abolitionnistes, image parfaite de l'original héroïque. Ainsi, Brownback insiste-t-il très souvent sur son opposition à l'esclavage. Dans le tiers-monde, il a même reçu le prix William Wilberforce pour avoir habilement étendu la campagne anti-avortement à des questions comme la recherche sur les cellules souches et le clonage humain. Et William Wilberforce, c'est le fameux abolitionniste britannique qui, au XIXe siècle, ce prix décerné par une organisation fondamentaliste n'a aucun rapport avec l'organisation britannique Anti-Slavery International, avec laquelle, en revanche, les descendants de Wilberforce sont en contact. Quoi qu'il en soit, Wilberforce demeure un des principaux héros de la guerre culturelle menée par la droite. Dans Profile in Character, le recueil d'essais rédigés par certains représentants de la nouvelle génération, d'élus conservateurs au Congrès, en 1994, 2 des 28 rédacteurs ont choisi d'écrire sur Wilberforce. Donc ça a l'air d'être un totem, hein, Wilberforce. Lorsque j'ai remarqué pour la première fois que les militants anti-avortement se comparaient régulièrement aux abolitionnistes, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'un pendant aux accusations de nazisme qu'ils proféraient à l'égard de leur adversaire. Dans les deux cas, ils se contentaient d'user des métaphores les plus extrêmes, déclinant la formule
Nous sommes bons et vous êtes méchants. En fait, cette comparaison est parfaitement logique. Le mouvement abolitionniste, comme le mouvement anti-avortement, tourne autour de définitions très controversées de la vie. Il repose sur une forte conviction religieuse et adopte une position inflexible vis-à-vis de ce qu'il pense être le mal absolu. Tous deux ont à leur marge des sympathisants violents et sont, bien entendu, fidèles au Parti républicain. En outre, il ne faut pas négliger le mythe abolitionniste de la Bible et du fusil. Les premiers Free Soilers envoyés au Kansas emportaient avec eux les fameuses Bibles de Beecher, c'est-à-dire les fusils offerts par le prédicateur Henry Ward Beecher. Aux environs de Manhattan, dans le Kansas, ces colons ont même construit une église de la Bible Beecher et du fusil. Au Parlement de l'État, à Topeka, une célèbre fresque murale montre John Brown dans un état de rage surnaturelle, brandissant une Bible d'une main et un fusil de l'autre pour guider la nation vers la guerre civile. Pour les conservateurs, c'est une allégorie très facile à comprendre. Des tripes, un fusil et Dieu sont aujourd'hui, comme hier, le cocktail qui faisait la grandeur de l'Amérique. Les comparaisons avec les héros du passé viennent aisément à la bouche des conservateurs. Durant l'hiver 2003, lorsqu'un insignifiant conflit fiscal éclata dans le Missouri voisin, le très droitier procureur général du Kansas, Phil Klein, qualifia son homologue de l'État voisin de Quantrill moderne. Il est temps pour les Jayhawkers de se réveiller et de reprendre la lutte. Et pour Tim Golba, si John Brown vivait à notre époque, il passerait pour un fanatique religieux de droite et serait avec nous. De plus sinistre manière, Timothy McVeigh, le terroriste d'Oklahoma City, a lui aussi fait référence à John Brown en voulant faire passer son attentat pour une tentative de faire éclater une guerre civile. Les militants anti-avortement comparent la question de justice Roe versus Wade à celle dite Dred Scott, qui abrogea en 1857 les législations des États interdisant l'esclavage à l'intérieur de leurs frontières. Ils ont célébré le 10e anniversaire de l'été de grâce par une manifestation devant les locaux de la municipalité de Wichita, où ils ont lu une proclamation d'émancipation pour les enfants à naître. Même Fred Phelps, personnalité méprisée tant par les modérés que par les conservateurs, essaya de conférer une certaine légitimité à sa campagne. Dieu déteste les PD, en la comparant au mouvement des droits civiques, faisant remarquer que son arrivée à Topeka avait coïncidé avec le jour anniversaire de l'imposition de la décision sur l'affaire Brown à cette malheureuse ville. Phelps affirma que la même bande de politicards qui s'était opposée à la juste revendication des Noirs de se voir traités équitablement en matière d'éducation s'oppose désormais à nous. L'égoïsme et le pouvoir corrompent l'homme et nous avons pu nous en rendre compte bien des fois. Mais il n'est pas de royaume sur cette terre qui puisse s'emporter sur le royaume de Dieu. Coucou les miottes. Certes, cette manière de concevoir les choses est peu particulièrement outrée au Kansas, du fait de l'histoire particulière de cet État. Mais elle ne lui est pas plus réservée qu'aux conservateurs en général. Partout aux États-Unis, les principales figures du mouvement anti-avortement aiment à comparer aux abolitionnistes et aux combats passés en faveur des droits civiques, aux grands dames des militants des droits civiques contemporains. Les principaux historiens du mouvement ressassent également cette analogie et comparent la lutte contre l'avortement à la controverse qui précéda la guerre de sécession, les croisés anti-avortement jouant sans doute dans le rôle des abolitionnistes. Il est indubitablement valorisant de se rêver en équivalent contemporain de ce type de mouvement messianique. Les abolitionnistes étaient condamnés et persécutés pour leur opinion auxquelles presque tout le monde se rallie aujourd'hui. Persévérance, inflexibilité et victoire finale ne constituent-elles pas la parabole politique par excellence? On peut toutefois considérer autrement ce parallèle entre le Kansas ensanglanté d'autrefois et la situation actuelle.
À l'époque, on pouvait entendre, comme aujourd'hui, des propos tonitruants contre ces intellectuels de la côte Est, ces snobs et ces lâches qui mettent leur nez partout. Des doutes envers l'impartialité des médias, des déclarations enflammées émanant d'individus un peu rudimentaires, qui apprécient à sa juste valeur le droit de porter des armes, et des discours politiques si partisans qu'ils enfermaient les yeux sur toutes les fraudes électorales. Mais ce n'était certainement pas le discours que tenaient les Free Soilers du Kansas. C'est celui du camp adverse, les Border Ruffians, esclavagistes et leurs partisans qui siégeaient au Congrès. C'est dans leurs pensées et dans leurs actes que l'on doit chercher les véritables ancêtres de la révolution conservatrice. Les Free Soilers qualifient les Border Ruffians de puke. Dégueulasse. Sans doute à cause du mépris arrogant et libéral des premiers pour les comportements arriérés des seconds. Le principal au fait de ces pukes fut l'invasion planifiée du Kansas et l'élection sous la menace des armes en bien des endroits de ce qui est demeuré sous le nom de Parlement bidon. À l'instar d'Ann Coulter, qui aimerait tant vivre sur une terre purgée de tous les libéraux, les Pukes souffraient d'une véritable allergie aux réformes, et bien sûr aux réformateurs. Ils recherchaient l'unanimité, ils admettaient aucune remise en question, et l'institution particulière, c'est-à-dire l'esclavage. La première décision prise par la législature en 1855 fut d'exclure les rares élus Free Soilers qui avaient survécu par miracle au déluge. Et leur seconde décision importante fut de transférer la capitale du Kansas de Fort Riley dans l'intérieur des terres vers un endroit astucieusement situé sur la frontière avec le Missouri, de manière à ce que les membres du futur gouvernement ne soient plus obligés de se déplacer au milieu de leurs administrés. Concernant la Constitution, ils se contentèrent de recopier celle de leur état d'origine en se bornant à rayer la mention Missouri pour la remplacer par Kansas quand cela s'avérait nécessaire. Excepté pour l'esclavage, où ils se montrèrent un rien extrémiste. Non seulement l'esclavage devenait légal sur le nouveau territoire, mais la loi interdisant également toute critique à son égard. Exprimer des opinions anti-esclavagistes au Kansas était un acte de trahison. Être en possession de toute publication qui pourrait faire accroître aux esclaves qui pourrait faire accroire aux esclaves qu'ils ne devraient pas l'être, comme par exemple le plus gros best-seller de l'époque, La case de l'oncle Tom, était un crime d'une extrême gravité. Et tout naturellement, ceux qui émettaient quelques doutes sur cette institution se voyaient interdits de vote. À l'époque, cette identification de la critique au crime était un phénomène national. Ainsi, le sénateur du Massachusetts, Charles Sumner, fut presque battu à mort au Congrès même, par un élu du Sud qui n'avait guère apprécié son discours intitulé « Le crime contre le Kansas ». Appuyé à l'extérieur par la reconnaissance officielle du gouvernement américain et le soutien assidu des sénateurs sudistes, et à l'intérieur par la force armée et des stratégies électorales les plus inventives, qui n'ont d'égal que ce qui s'est passé en Floride en 2000, le Parlement bidon réussit à se maintenir durant plusieurs années sans être renversé, malgré la haine populaire qu'il inspirait. Et au sujet de la Floride en 2000, le Parlement bidon décréta que de sexe masculin, tout citoyen américain, autrement dit du Missouri, pouvait voter au Kansas à condition de payer une taxe spécifique. En outre, tous ceux qui refusaient de prêter serment d'obéir à la loi sur les esclaves fugitifs, c'est-à-dire les Free Soilers, étaient privés du droit de vote, même s'ils étaient citoyens de l'État. Bonne technique, ça. Tu invites les citoyens de l'État d'à côté à venir voter, s'ils sont pour toi, et tu interdis ceux qui sont contre toi dans ton État de voter. Et il y avait une note sur le soutien assidu des sénateurs sudistes.
Et donc là, les théoriciens de l'esclavage pensaient qu'il fallait augmenter constamment les territoires ouverts à l'esclavage. Pour eux, cette institution ne pouvait rester ni statique ni confinée à l'intérieur de frontières. C'est pourquoi ils considéraient qu'un Kansas esclavagiste était crucial pour la survie de l'esclavage en général. Il devait s'étendre vers l'ouest pour la survie de l'esclavage en général. Pardon, j'ai déjà lu. Il devait s'étendre vers l'ouest et le Kansas en était un passage obligé. L'une des raisons de cette insistance sur l'expansion de l'esclavage est la pratique agricole du Sud, particulièrement exigeante en termes d'espace et qui épuisait rapidement les sols. Une autre raison était que l'expansion constante de l'esclavage signifiait une demande constante d'esclaves, et donc des prix élevés pour les marchands d'esclaves de l'Est. Sans de nouveaux marchés pour ce commerce, la demande s'épuiserait fatalement, entraînant du même coup la chute de la valeur foncière des grandes plantations. C'est pour toutes ces raisons qu'ils acceptaient sans remords de fermer les yeux sur les crimes les plus scandaleux commis par le camp esclavagiste au Kansas. Le fun. Diriger le Kansas de cette époque était particulièrement impossible et les gouverneurs territoriaux démissionnaient les uns après les autres, souvent après avoir été menacés de mort pour avoir émis des objections à l'encontre d'un camp esclavagiste extrêmement chatouilleux sur la question. Mais vivre sous ce régime légitime, c'est-à-dire l'esclavagisme, était insupportable pour tout citoyen ayant une conscience. Les partisans d'un État sans esclaves, qui surpassaient très largement les Pukes en nombre d'élus, élurent leur propre parlement, désignèrent un gouverneur et installèrent leur propre capitale à Topeka, capitale qui fut purement et simplement ignorée par le gouvernement de Washington. Étrangement, les Pukes se considéraient comme des victimes, des gens issus du peuple qui luttaient contre les tentatives autoritaires du Nord de toucher à leur humble mode de vie local et au droit sacré à la propriété privée. Non qu'ils possédassent d'ailleurs aucune propriété, à proprement parler. En effet, comme dans tout le Sud en général, rares étaient les Blancs de cette région qui possédaient les esclaves, à l'image des conservateurs d'aujourd'hui. Les Pukes se battaient pour un système qui ne leur offrait que de fort illusoires perspectives d'avenir économique. Leur chute consistait finalement à défendre les intérêts des riches planteurs du Sud, exactement comme le conservateur d'aujourd'hui défend une politique ne servant qu'à enrichir toujours davantage son patron. Pourtant, les Pukes collaient obstinément à l'imagerie des États rouges contemporains, humilié, simplicité, haine de la côte Est et anti-élitisme. Pardon, humilité. Humilité, simplicité, haine de la côte Est et anti-élitisme. En 1856, le journaliste britannique Thomas Gladstone passa une soirée à bord du bateau naviguant sur la Missouri en compagnie d'un groupe surarmé de Border Ruffians qui revenait tout juste de quelques agressions contre les exécrables Free Soilers de Lawrence au Kansas. Gladstone nota le monologue suivant entendu au bar du navire. « Eh toi là, n'aie pas la trouille comme ça, t'as des nôtres, je suis sûr. Dans le bon camp, hein. Pas de grands airs avec nous, tu sais. Garde ça pour ces Yankees de l'Est. S'il y a quelqu'un de ce genre ici, je te conseille de tracer, et vite. On peut pas se laisser pointer vers ici, pour sûr. Est-ce que l'Est est pas assez grand pour eux? Oh mais dis donc, on va pas les laisser se pointer, nous emmener RD. C'est les cheurs de noir, ça c'est sûr. On vient bientôt se charger d'eux ici, ouais. Durant son voyage, Gladstone apprit à se taire. À lui seul, son accent britannique aurait eu effet suffisant de déclencher la fureur des Pukes. Cela se passait avant que le mot populiste ne commence sa longue carrière d'usage détourné, sinon n'importe quel journaliste partisan des Pukes le leur aurait certainement attribué. De leur côté, les abolitionnistes étaient un genre d'individus qui, s'il en existait encore de nos jours, aurait poussé le Wall Street Journal à hurler au politiquement correct, à l'atteinte à la Constitution, à l'élitisme et au risque de voir des messieurs je sais tout s'immiscer dans les affaires des autres. D'ailleurs, à l'heureuse époque qui précéda ces maudites années 1960 qui vinrent tout ruiner, c'est ainsi qu'on présentait les abolitionnistes dans les manuels scolaires.
des moralistes intolérants, des excités adeptes de la dictature de la vertu, dont le fanatisme précipita la guerre de sécession. À cette époque, s'identifier aux abolitionnistes était une stratégie adoptée par le Parti communiste et la Weather Underground, qui a été lancé en 1969 à l'issue d'un mouvement anti-guerre étudiant, notamment le Student for Democracy Society, puis proche des Black Panthers de la Weather Underground Organization. La Weather Underground Association prônait un communisme mondial émergent du tiers-monde, mais opposé à l'URSS sous le mot d'ordre « Bring the war home », mener la guerre ici. Les Weathermen s'opposèrent aux guerres impérialistes que menaient les États-Unis, s'attaquant à l'administration et aux symboles du système américain en usant notamment de bombes artisanales contre les cibles matérielles. Donc à cette époque, s'identifier aux abolitionnistes était une stratégie adoptée par le Parti communiste de la Weather Underground. Les abolitionnistes ne devinrent respectables et nécessaires à la construction de la légitimité des conservateurs que grâce au travail des radicaux, et en particulier au retour sur l'histoire américaine effectué par certains historiens des années 60 et 70. Quant aux abolitionnistes eux-mêmes, typiquement état bleu, efféminés, anglo-saxons, amateurs de thé instruits, cette sorte dont David Brooks moquerait le mépris pour les courses de stock-car et dont Bill O'Reilly se paierait la tête sous prétexte qu'ils ne comprennent rien à la vraie vie telle que la vit le brave type ordinaire. Après avoir écrit cette phrase, je suis allé au cinéma et me suis rendu compte que les abolitionnistes sont exactement traités de cette manière dans le film Gangs of New York, qui date de 2002, et les dépeint comme des prédicateurs efféminés libéralo-protestants, des bouffons WASP, issus de vieilles familles fortunées totalement inconscients des vrais conflits qui déchirent la société américaine. J'ai nommé l'essor des communautés ethniques blanches. Dans ce film, la lutte pour l'émancipation des esclaves n'est manifestement qu'une franche rigolade, une connerie inventée par les riches libéraux et leurs éternels amis des minorités. Et les émeutes contre la conscription en sont la conséquence naturelle. Martin Scorsese et ses admirateurs pensent à l'évidence que le film dit quelque chose de profond sur l'histoire de l'Amérique. Mais le seul événement historique qui l'éclaire vraiment est, paradoxalement, les émeutes anti-déségrégation scolaire des années 70. La vision qu'il présente du conflit social américain, les riches protestants insipides alliés aux noirs contre les valeureuses ethnies blanches, est quasiment celle du conflit social des mouvements anti-déségrégation scolaire, à Boston en 1972, telle qu'elle est décrite dans le célèbre récit des premières années de la réaction que nous a fait Anthony Luca, Common Ground. C'est un peu le bazar là dans ce qu'il a dit, mais en gros, les abolitionnistes des années 1800 et quelques, ils sont traités comme sont traités les libéraux actuellement. C'est-à-dire qu'on met leur lutte contre par exemple leur lutte contre le racisme, leur lutte pour les populations les plus pauvres, etc. On met ces luttes-là comme si c'était des petits trucs sur le côté pour se faire bien voir, pendant qu'ils boivent du thé, qu'ils boivent du latte, et qu'ils font du jet ski. Non, c'est pas du jet ski, c'est de la motoneige. Alors que les vrais blancs, ils font du stock car et ils boivent du café. En gros, c'est pour dire que les riches... les libéraux, en gros, se préoccupent pas vraiment des luttes des plus pauvres, ils font semblant. Alors que eux, les blancs, les réactionnaires, eux, ils se préoccupent vraiment des plus pauvres. Enfin, surtout pas de leurs problèmes économiques. Ils se préoccupent de leurs problèmes sur l'avortement, sur l'homosexualité, etc. Voilà. Ils essaient de décrédibiliser les luttes de leurs adversaires, tout en montant les gens contre eux. Les abolitionnistes étaient en effet plus influents alors dans ces mêmes États, le Massachusetts, le Connecticut et New York, et ces mêmes universités libérales, Oberlin, Grinnell et Hearst,
dont les conservateurs contemporains moquent en permanence les manières de parler et le tiers-mondisme. Et s'ils étaient effectivement religieux, ils appartenaient aux églises protestantes traditionnelles que la droite voue aujourd'hui au pilori pour ne pas suffisamment jeter l'anathème sur tout à chacun. Unitariens, presbytiens, congrégationnistes et quakers. Il fut un temps où tout cela constituait aussi l'identité du Kansas, l'église de la Bible Beecher et du fusil. Peu nous semble aujourd'hui s'apparenter à un genre de proto-survivalisme, mais l'homme auquel elle doit son nom, Henry Ward Beecher, était en fait l'une des principales figures du libéralisme théologique de l'époque. Un homme aux cheveux longs qui remportait un grand succès dans la société new-yorkaise. De la même manière, on pourrait dire que le Kansas était un avant-poste de la Nouvelle-Angleterre. La ville de Lawrence, place forte anti-esclavagiste, était peuplée par des familles dont le voyage avait été financé par la New England Immigrant Aid Society, une organisation qui visait à empêcher que l'esclavage ne s'étende à l'Est. Les Free Soilers avaient baptisé cette ville la Boston des Prairies, en son nom même évoquait celui d'un éminent intellectuel bostonien, Amos Lawrence. Quant à la rue principale, elle s'appelle Massachusetts Avenue, comme l'artère de Boston qui traverse la Charles River jusqu'à Cambridge. Lorsque les futurs habitants de Lawrence partaient pour l'ouest, ils entonnaient The Kansas Emigrant, chanson autrefois fameuse écrite par John Greenleaf Whittier. Et donc cette chanson, c'est « Nous bâtirons un mur humain sur la frontière sud de la liberté et planterons à côté du cotonnier le rude pin nordique. » Donc je suppose qu'en anglais ça rime. De leur côté, les esclavagistes appelaient Lawrence Yankeetown avec une frénésie digne de Coulter. Ils désiraient ardemment sa destruction totale, ce qu'ils accomplirent d'ailleurs 2 fois avec succès. En 1969, Kevin Phillips affirmait que, en raison de l'amertume générale ressentie pour la destruction de Lawrence par Quatrain, le comté dans lequel se trouvait cette ville était presque un siècle après l'événement, le comté le plus républicain du Kansas. Un jour que je demandais pourquoi les habitants du Kansas détestaient autant les démocrates, mon interlocuteur me répondit « J'avais une maison à Lawrence qui avait 2 impacts de balles sur la porte d'entrée. C'était le type de Quantrill qui avait fait ça. Et c'était tous des démocrates. » Si le Kansas regardait vers l'est, les Pukes, eux, regardaient vers le sud. Et ils pillèrent Lawrence au nom d'un drapeau qui clamait les droits du sud. Mais Lawrence, du moins, continua de regarder vers l'est, devenant le siège de l'Université du Kansas. Aujourd'hui encore, alors que la politique de l'État se droitise de plus en plus, la ville reste l'un des seuls endroits véritablement libéraux du Kansas. Pour ma génération élevée, dans les banlieues hyper religieuses de Kansas City, Lawrence représentait le paradis de la bohème. Des loyers bon marché dans des demeures victoriennes délabrées, de la bière pas chère dans des bars ballants, des boutiques de disques d'occasion, un endroit où tout le monde jouait dans un groupe. C'est sur une radio de Lawrence, KJHK, que j'ai entendu pour la première fois les Sex Pistols, inimaginable perversion pour les radios rock classiques de Kansas City et leur interminable rediffusion des chansons de Styx et REO Speedwagon. Aujourd'hui, les ennemis de Lawrence sont d'une toute autre nature, mais lorsqu'ils s'emportent contre les universitaires libéraux de l'Université du Kansas, ou qu'ils interdisent de la musique punk du KJHK, qu'ils critiquent les enfumés qui habitent le quartier du pétard, qu'ils revoient le découpage électoral de la ville pour minimiser son poids dans les élections, les yeux sont fixés sur la vision sentimentale de l'ordre social instauré dans l'Alabama, la Géorgie et le Texas de Wallace, Gingrich et Bush. Les conservateurs du Kansas peuvent toujours se rêver en John Brown réincarné, mais lorsqu'il s'exige des réductions fiscales ou des permis de port d'armes, force est de soupçonner qu'il serait en bien meilleure compagnie avec les Quantrill et les Pukes d'antan.
Il peut bien clamer partout son anti-esclavagisme, et quel courage! Et quel courage, 140 ans après la fin de la guerre de sécession. Mais lorsqu'il eut fort à faire aux élections de 96 contre la démocrate Jill Docking de Wichita, l'État fut inondé de spots télévisés cherchant à dénigrer... cherchant à... Je me perds. Cherchant à la dénigrer, en rappelant qu'elle avait grandi dans l'État aujourd'hui détesté du Massachusetts, et que, avant son mariage, elle ne s'appelait bien sûr pas Docking. Les Docking sont une célèbre famille du Kansas, mais bel et bien Sadowski. Vous voyez le topo? Et comme pour bien enfoncer le clou, la semaine précédente de vote, les électeurs reçurent de mystérieux appels téléphoniques leur rappelant que Docking était juive. Ce n'est qu'un exemple d'appel téléphonique parmi d'autres repris dans une dépêche de la presse nationale de Democratic Council le 10 juin 1998. Dans d'autres régions de l'État, les coups de téléphone prirent la forme de sondages où l'on demandait aux électeurs s'ils savaient que Jill Docking était juive. Brownback a bien entendu nié tout lien avec cette campagne antisémite dont l'identité des responsables reste un mystère. Et il a également essayé d'établir un pont avec les électeurs juifs par son soutien flexible à Israël. Ceux qui passaient ces coups de fil savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Je me moque de ce qui est aux commandes parce que c'est Dieu qui décide, déclarait un électeur de Wichita à l'Associated Press quelques semaines avant l'élection. Mais je préfère tout de même qu'il soit chrétien. Et voici la fin du chapitre 9. Chapitre 10, tu récolteras la tempête.